Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une demi-heure de débat, de discussion autour de l'actualité géopolitique, particulièrement centrée sur la Chine. Tiens, tenez, on va prendre pour accroche le sommet de l'Asie-Pacifique. La semaine dernière, rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un signe de rapprochement alors qu'on parlait de guerre froide? On va voir ça, c'est parti, c'est Bismart. Et pour parler de tout ça, Laurence Daziano est avec nous. Salut Laurence. Bonjour. Prof à Sciences Po. Wilfried Galland. Salut Wilfried. Bonjour Stéphane. Tu mériterais d'être prof à Sciences Po. Merci. C'est un très beau compliment. J'ai été élève. Je sais pas, ça l'a été à une époque. Je sais pas comment ça tourne Sciences Po. On va laisser Laurence prendre le 5e amendement, tu sais, et ne pas s'exprimer sur un sujet qui pourrait l'amener dans des difficultés personnelles. Mais je sais pas. Wilfried Galland, donc non, j'en sais rien. Pardon pour cette plaisanterie idiote. Wilfried Galland, donc stratégiste Montpensier Finance. Laurence, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Xi Jinping va voir Joe Biden? Enfin, il va voir Joe Biden. Il va à un sommet de l'Asie-Pacifique qui se déroule à San Francisco. Ok. Il y va tout le temps? Dans les sommets de l'Asie-Pacifique? C'est-à-dire, il aurait pu éviter d'y aller parce que c'était à San Francisco Il aurait pu éviter d'y aller, mais je crois que tous les deux avaient vraiment intérêt à se rencontrer. Ils ont sur leurs agendas personnels, tous les deux, le besoin, la nécessité de se rencontrer. Xi Jinping, et on y reviendra, parce que il a quand même besoin de s'assurer que son économie ne va pas être totalement à l'arrêt, et il a encore besoin des Américains. Il a encore besoin, c'est le marché, on en reviendra avec Wilfried. C'est son marché, l'excédent commercial chinois vis-à-vis des États-Unis, je crois, n'a jamais été aussi important. Donc il a besoin du marché américain, il a besoin de la technologie américaine. Elle devient rare. Il a besoin, et on voit d'ailleurs que tous les acheteurs chinois essaient d'acheter toutes les puces qu'ils peuvent trouver dans le monde, quel que soit le marché, parce qu'ils ont besoin de cette technologie américaine. Les Chinois ont également besoin de financement. Or, les financements américains se sont asséchés. Les entreprises chinoises sont beaucoup parties de la bourse de New York parce que les règles font que quand on est à la bourse de New York, il faut pouvoir ouvrir ses comptes, et que les entreprises chinoises qui étaient listées, elles n'avaient pas forcément envie d'ouvrir leurs comptes aux analystes américains. Et puis de l'autre côté, Joe Biden, lui, il avait déjà fort à faire en Europe avec la guerre en Ukraine. Maintenant, il a fort à faire au Moyen-Orient avec le conflit israélo-palestinien. Il n'a pas envie d'ouvrir un troisième front sur Taïwan. Donc, ils avaient intérêt à se parler. Et en termes de politique intérieure, selon les postures, selon ce qui est repris par les médias de chaque côté, c'est de montrer qu'on y est allé, mais qu'on est resté ferme, et que pour autant on discute, et que s'il y a un problème, c'est toujours la faute de l'autre, mais que nous on y est allé. Et donc, ça les renforce aussi sur le plan intérieur. Donc, ils avaient tout intérêt à se parler. Xi Jinping a snobé la dernière réunion du G7 ou du G20, non, c'était le G20, parce qu'il avait des petits problèmes intérieurs, il n'y est pas allé, il a envoyé son Premier ministre. Il y avait aussi une autre réunion à laquelle il n'était pas allé. Donc là, s'il y va, c'est qu'il a vraiment envie d'y aller. C'est-à-dire qu'il y accorde de l'importance. Bon, ben voilà. Il y accorde de l'importance, et tu nous as dit pourquoi. Tu confirmes tout ça, Wilfried? Oui, je pense. J'ai lu la mise en place d'une ligne directe. Ça fait furieusement penser au télétype rouge après les missiles de Cuba. Exactement. Je ne sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça. Enfin, Si. Ça veut dire qu'en tout cas, les armées en ce moment sont géographiquement, on va juste dire géographiquement, sur des points de confrontation qui font qu'il y a besoin d'une ligne directe express automatique au cas où. Voilà. Oui, mais justement, elle n'existait plus, et une des craintes qu'on pouvait avoir, c'était une certaine guerre par inadvertance, par erreur. Oui. Et donc ça limite aujourd'hui le risque d'erreur. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Si tu crains une guerre par inadvertance, ça veut dire que les canons sont chargés. Ça veut dire qu'effectivement, évidemment, dans le détroit de Taïwan, on sait que c'est une zone de confrontation évidente. Je pense que les deux ont des soucis à la fois géopolitiques et économiques. Géopolitique, on y reviendra. Je pense qu'effectivement, Joe Biden n'a qu'une envie, c'est que la Chine joue de son rôle stabilisateur au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ce qui pour l'instant a plutôt été le cas.
Et donc surtout ne pas changer ça, conserver cette puissance qui a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'embrasement, qui a dans ses rares faits d'armes diplomatiques la réconciliation, en tout cas dans les images entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc oui, surtout ne il faut pas... expliquer. Non, mais il faut expliquer ce lien qui est super important, Oui. Wilfried. On reviendra après, mais j'y tiens parce qu'après on va oublier. Tout à fait. Effectivement, la Chine a les moyens de faire pression sur l'Iran parce que la Chine est le seul débouché aujourd'hui pour le pétrole iranien. Tout à fait. C'est ça. Et le fait d'armes diplomatiques de la Chine, il n'y en a pas beaucoup parce que la Chine en fait ne s'expose pas énormément dans les conflits internationaux. Le fait d'armes, c'est effectivement d'avoir mis autour de la table les deux ennemis sunnites et chiites, les Saoudiens d'un côté. C'est considérable comme fait d'armes. Exactement. Et donc, il ne faut pas prendre ça à la... Non, mais tu dis le seul fait d'armes comme si c'était genre... Non, mais ça montre que les Iraniens sont quand même les mains liées devant la volonté chinoise et qu'ils n'ont pas le choix. Là où je dis le seul fait d'armes, je pense qu'il ne faut pas le surinterpréter non plus. C'est-à-dire qu'on a eu de très belles images, on n'a pas eu non plus de signature de traités commerciaux, de représentation. Enfin voilà, on a eu un premier pas très important. C'est pour ça que je disais le seul point. Mais c'est un point. Ça permet quand même. Attends, juste là-dessus, puis après on revient sur. Ça permet quand même aujourd'hui à l'Arabie Saoudite de garder dans cette situation qui est quand même une situation un peu complexe, de garder un rôle de pivot. Oui, tout à fait. Qui, d'une manière surprenante d'ailleurs, quand on se plonge, j'en sais rien, 4-5 ans en arrière, apparaît comme une voie d'apaisement, que les Saoudiens aujourd'hui soient considérés par l'ensemble de la région, Israélien compris, comme une voie d'apaisement. Et c'est pas mal si c'est autour d'eux que se centralise l'ensemble des négociations qui vont devoir s'ouvrir à un moment ou à un autre. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est le fait des Chinois quand même. Quand on remonte tout le fil. Non, mais tout à fait. La Chine a cet aspect stabilisateur. Donc ça, c'est un point important. L'autre point, c'est qu'on va parler évidemment des enjeux économiques de Xi Jinping qui sont très importants. Les enjeux économiques de Joe Biden sont également très importants. Quand on voit dans les sondages aujourd'hui sur la présidentielle américaine, l'élément qui lui est reproché à Joe Biden, dans l'électorat, en particulier l'électorat des fameux États clés sur lesquels tout le monde se focalise, c'est une situation économique qui est moins favorable dans la perception des électeurs que ce qu'elle était il y a un an. Et donc il a tout intérêt, étant donné que les liens malgré tout, entre la Chine et les États-Unis, les liens commerciaux restent très importants. En relatif, ils ont tendance à baisser, mais en absolu, ils ont tendance, à l'inverse, à progresser. En relatif, ils baissent, effectivement, les liens entre la Chine et les États-Unis. Mais il y a tout intérêt à ce que ce débouché très important pour la Chine, mais aussi ce lien très important entre les États-Unis et la Chine, continue à fonctionner pour justement que l'économie puisse tourner et ne pas, par exemple... Il a besoin des produits chinois pas chers, pour le dire. Et justement, et ne pas forcer le Congrès, par exemple, à adopter, imaginons, de nouveaux tarifs supplémentaires, de nouvelles taxes supplémentaires à l'importation qui feraient remonter l'inflation et qui le dégraderaient encore dans les sondages. Donc je pense que l'enjeu est double, à la fois géopolitique, force de stabilisation dans un moment très compliqué, et également stabilisation économique pour les deux. Quand tu dis relatif absolu, c'est-à-dire, parce que vous disiez le déficit commercial américain n'a jamais été aussi important vis-à-vis de la Chine, mais ça c'est un chiffre brut qui ne tient pas compte de l'inflation, qui ne tient pas compte de l'augmentation globale de l'ensemble du commerce. Quand on regarde l'ensemble des partenaires de l'économie américaine, en relatif, le poids de la Chine est en train de baisser. Au profit du Mexique au profit du Mexique et d'autres pays, surtout d'Asie, en particulier le Vietnam, les Philippines. Mais au-delà de ça, les chiffres bruts de commerce de biens entre les deux, là aussi, ont tendance à monter. En revanche, plus, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Laurence, plus dans les domaines les plus importants pour l'économie chinoise. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les domaines technologiques, ça devient très très dur d'avoir des relations avec la Chine. Et là aussi, l'enjeu est très très important pour Xi Jinping. Et on peut espérer une détente de ce côté-là, on n'en sait rien. Voilà, dans une année électorale, c'est compliqué quand même. Oui, voilà. L'année électorale qui vient, il ne faut pas oublier. Année électorale qui va être très... Je sais pas, Trump est sur... Enfin, il a tellement de dossiers, j'ai l'impression qu'il laisse la Chine tranquille. Enfin, je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle, parce que le type me fascine, on n'est pas le seul, voilà. Donc, je suis très près de tout ce qu'il raconte, voilà.
peu importe, c'est un défaut. C'est un vice, voilà, sans doute. J'ai l'impression qu'en ce moment, il laisse de côté les Chinois. Enfin voilà, bon, bref, je referme la parenthèse. Enfin, à mon avis, c'est conjoncturel. Oui, il a tellement de sujets effectivement juridiques qu'en fait, il se concentre sur ce qu'il appelle les ennemis intérieurs et la vermine intérieure, ce qui est quand même quand même une expression qu'il s'agit effectivement de méditer à sa juste valeur. C'est fascinant. Il a des sujets intérieurs, Laurence. Je rappelle que, enfin, je ne sais pas si tu restes convaincu, mais tu es l'une de celles qui est convaincue que de toute façon, à un moment ou à un autre, lui, et plutôt dans pas très longtemps, réglera le sort de Taïwan. Tu restes convaincu que quand il se réveille le matin au sommet de son agenda là, hein, je reste convaincu que pour les dirigeants chinois et notamment pour Xi Jinping, alors j'avais dit 2027 parce que c'est l'année du centenaire. Voilà, je me souvenais plus quelle année tu avais donné, mais ça me semblait très proche. De l'armée populaire chinoise. Après, il y a aussi 2049 qui est le centenaire de la République populaire chinoise. Il ne peut pas y avoir un élément qui soit électron libre dans le tout qu'est la Grande Chine au moment où il va y avoir ses anniversaires. Et quand on regarde, parce qu'on dit 2024, année électorale, il n'y aura pas que les États-Unis, il y a Taïwan aussi. Et Taïwan, il y a plusieurs candidats. Il y a le patron de Foxconn qui a dit qu'il était candidat. Et bizarrement, maintenant, Foxconn a affaire à beaucoup d'enquêtes en Chine continentale parce que visiblement, ils ne sont pas conformes sur beaucoup de choses dans leurs usines. Donc là, c'est la machine, comme pour Alibaba, la machine qui s'est mise en route, qui se remet en route pour voir comment le politique peut casser l'économique. Et puis, il y a d'autres candidats. Et le fait que le prochain président soit peut-être moins versé vers l'indépendance comme l'est la présidente actuelle et soit peut-être plus conciliant, ça va pouvoir aussi jouer. Donc, pour moi, Taïwan se rapprochera de la Chine, ou bien par la force, mais encore une fois, la force, comme je l'avais expliqué, c'est pas forcément les soldats qui vont être les soldats chinois qui vont être parachutés, même si la Chine entraîne beaucoup son armée dans des bases en Mongolie et ailleurs. Hein. Ça peut être un blocus économique, ça peut être un blocus électronique, électromagnétique, et alors là, il n'y a plus rien qui passe. Ou, donc ça, c'est la manière un peu plus forte qui viendrait de la Chine, ou bien une manière un peu plus douce qui va être petit à petit un rapprochement, parce que vous aurez à un moment un président ou un pouvoir taïwanais qui lui-même sera plus enclin ou verra plus davantage ou peut-être moins d'inconvénients à aller vers la Chine que de rester indépendant. Mais je vois mal, depuis 10 ans que Xi Jinping est au pouvoir, il ne fait qu'accroître la main de l'État sur l'économie, sur la société. Et Taïwan est une épine pour le pouvoir chinois depuis le début. Donc, tu vois pas pourquoi il... Je vois pas pourquoi il renoncerait. Alors, la manière dont il le fera, plus ou moins forte, plus ou moins douce, voilà. Le timing à un moment anniversaire, mais il y arrivera. Et sa situation politique aujourd'hui, on en avait parlé d'ailleurs dans des situations différentes, mais ensemble, ce geste que moi je continue à trouver très impressionnant, de ne plus donner les statistiques de chômage des jeunes, parce que ça devenait indicible. Et naïvement, je me dis, mais enfin, les Chinois ne peuvent pas tout simplement les truquer, les statistiques. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de les supprimer purement et simplement? Non, visiblement, il y a des choses là qui leur échappent, et notamment le fait de truquer les statistiques. Bref, est-ce que la situation là... De moins en moins de statistiques d'ailleurs. Oui, mais il publie de moins en moins de statistiques économiques. C'est très frappant. À mesure que la situation se dégrade. Déjà, en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, en fait, depuis 2013, 2012-2013, on a une baisse continue
du nombre de statistiques économiques chinoises qui sont publiées. Et donc, ça date pas uniquement de la dégradation de la situation, c'est la volonté, en fait, de plus en plus, soit, pour certains positifs disent, de se recentrer sur l'essentiel, soit de jeter un voile pudique sur des éléments qui ne sont pas nécessairement des éléments sur lesquels le pouvoir veut communiquer. Pas, bon Dieu, enfin. En fait, c'est une question également d'honneur pour eux. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire le pouvoir a besoin de masquer. Non, le pouvoir juste ne pas de publie village plus. Potemkin. Exactement, le pouvoir ne publie plus, donc il n'y a plus de problème. C'est un véritable sujet. Et effectivement, pour reprendre ce que disait Laurence, moi, ce qui me marque énormément, c'est, on en parle souvent, Stéphane, entre nous, le premier des 14 principes de Xi Jinping dans la Constitution. Assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Évidemment, il est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui dépasse. Il faut assurer le leadership du Parti communiste sur tout. Et donc, quand en plus il y a un pays qui peut échapper au Parti communiste en étant en Chine, sachant que l'invention du territoire chinois est assez récente, mais maintenant il l'a véritablement intégré. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand on se plonge dans certains écrits chinois, en 1942, le peuple taïwanais était considéré par le peuple chinois comme un peuple différent. 1942, c'est pas il y a 2 siècles. Donc on voit que le discours comme quoi la Chine de toute éternité, Taïwan de toute éternité fait partie de la Chine est un discours intéressant. On va faire venir Frédéric Ancel et elle a un bouquin entier sur les frontières. Mais c'est intéressant de les voir frontières sont l'application de la politique, la plus pure expression de l'application de la politique, évidemment. Mais c'est intéressant, ça veut dire que la Chine hésite toujours entre... à la fois une approche aujourd'hui qui est très une approche nationale, État-nation, quasiment ethnique, les Han, etc., et une approche historique centrée sur la notion d'empire avec des États qui font allégeance. Et en fait, on a toujours cette espèce de balancier dans la politique chinoise entre d'un côté le côté très centralisateur et le côté finalement on est tous ensemble mais je suis au centre de tout. C'est ce qui m'a toujours marqué, c'est la fameuse phrase du ministre des Affaires étrangères chinois, je crois que c'était à un sommet de l'ASEAN en 2010 de mémoire, disant au ministre des Affaires étrangères de Singapour: la Chine est un grand pays, tous les autres sont des petits pays, c'est un fait. Là, le décor est planté. Là, on est tranquille. On dirait du De Gaulle mal digéré, tu sais. Du De Gaulle lu trop vite. C'était le début. C'était le début. Non, mais revenons sur la situation intérieure. On en parlait ensemble, Laurence, post-zéro Covid, etc. Quand il avait finalement tout lâché, il dit débrouillez-vous, on remplit les hôpitaux, on fait mourir les vieux, etc. J'en peux plus de cette histoire. Et on avait dit, là, ça tangue. Bon, visiblement, ça tangue plus. Ou en tout cas, on n'en entend plus parler. Alors, mais ça encore, c'est une conviction personnelle que j'ai déjà exprimée sur ton plateau. Moi, je pense que ça tangue quand même un petit peu, parce que parmi les gestes qui sont mémorables, il y avait quand même la sortie de Hu Jintao du fameux du congrès du Parti communiste. Absolument. Là, qui était la nécessité de montrer à la face du monde qui était le chef. Donc, ça voulait dire qu'il y avait besoin de le montrer. Donc, c'était peut-être pas évident pour tout le monde. Ouais. Donc, ça, quand même, ça montrait qu'il y avait peut-être eu des dissensions en interne. Parce que nous, on voit le Parti communiste chinois comme quelque chose de monolithique, mais derrière, ça discute. Alors, pour ceux qui ont tort, ça ne se passe pas toujours très bien après. Mais il y a de la discussion quand même. Il y a eu également... Un débat en jeu, on va dire. Voilà. Il y a eu également cet été, à la fin de l'été, les hauts dirigeants communistes se réunissent tous dans la petite île du Henan, dans le sud de la Chine. Et là, cette année, on a eu des retours qui disaient... Alors moi, je lis un peu la presse asiatique, notamment le Nikkei, qui disait que ça s'était pas bien passé du tout pour Xi Jinping, et qui disait également que la vieille garde, et notamment la vieille garde militaire, s'en serait pris frontalement à Xi Jinping pendant ce conclave qui a lieu tous les ans, et que donc Xi Jinping aurait été un peu ébranlé. C'était une des raisons pour lesquelles il ne serait pas allé au G20 à Bali ensuite. Donc,
il y a quand même de la contestation D'accord. en interne. Ouais, d'accord. Je pense que le pouvoir de Xi Jinping, il est en train de le resserrer. Donc la lutte anticorruption, tout le monde avait vu que c'était bien pour éliminer en interne du parti la frange qui ne suivait pas, c'est-à-dire plutôt la frange les héritiers du Parti communiste plutôt que les héritiers Prince Rouge. Hu Jintao faisant d'ailleurs partie de cette mouvance. L'ancien Premier ministre Li Keqiang, qui vient de décéder, qui aussi faisait partie de cette mouvance. Et pour moi, la contestation elle est aussi importante parce que pour en venir à Li Keqiang, qui est mort jeune, il avait 68 ans, de manière vraiment, personne ne s'y attendait. En Chine, il y a eu tout un mouvement de recueillement qui n'était pas officiel, qui n'était pas instrumentalisé par le parti, qui a essayé après de récupérer. Mais la seule façon qu'ont eu les Chinois, de ce que j'en interprète, de manifester contre Xi Jinping, c'était de rendre un hommage appuyé à Li Keqiang, à sa demeure, en portant des fleurs, en portant le deuil, alors que rien n'avait été décidé. Ce n'était plus un personnage public, il était même plus un personnage politique important, puisqu'il avait été démis de toutes ses fonctions. Mais il y a eu pendant une semaine des hommages appuyés de la population, sans qu'il y ait d'appel du parti, sans que ce soit orchestré par le parti. Et il était connu comme étant un opposant notoire, un opposant à Xi Jinping. Il a été même vu à un moment comme son dauphin. Donc, les Chinois trouvent le moyen de protester. Donc vous avez une partie de l'élite qui proteste cet été lors du conclave dans le Henan, et vous avez la population chinoise qui, quand elle trouve un moment pour manifester ou pour exprimer un certain mécontentement, le fait. Une île qui, soit dit en passant, est une station balnéaire, paraît-il, tout à fait, extraordinaire. Tout à fait. Et je discutais récemment, j'ai appris ça. Enfin, en fait, je fais très franc, je ne connaissais pas son existence. Voilà, le paradoxe, mais on est au cœur de la Chine, donc c'est là où se réunissent effectivement les dignitaires du Parti communiste, et c'est le premier site de chiffre d'affaires de LVMH. Oui. Voilà, cette île est aujourd'hui le cœur, l'un des poumons du business mondial de LVMH. Ouais, elle a remplacé, ça résume bien la situation quand même. Elle a remplacé Hong Kong comme centre du shopping pour les Chinois. Voilà. Bref, situation économique, Wilfried. Je pense que c'est. Alors, on est exactement dans cette continuité d'un pouvoir qui cherche à se relancer. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est effectivement une langueur de l'économie chinoise très importante depuis plusieurs mois, caractérisée en particulier par, j'aime pas ce terme de déflation, mais en tout cas une baisse des prix depuis là aussi plusieurs mois, une baisse des prix à la consommation. C'est quand même un des rares endroits dans le monde où les prix à la consommation diminuent. On a des baisses extraordinairement significatives. Pourquoi ? Parce que tu as un ralentissement de la consommation ? Parce qu'on a un ralentissement on avait un ralentissement global de la consommation. J'en avais parce qu'on a eu tout dernièrement des signaux qui montreraient qu'on peut commencer à penser, très très prudent, qu'on se relance un peu de ce point de vue-là. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que les Chinois, très longtemps, ont refusé toute relance intérieure. Ont refusé toute relance de la consommation intérieure. Pour Xi Jinping, ce qui s'est passé en 2008 est considéré comme étant une erreur majeure, c'est-à-dire la relance profonde, puissante de l'économie, à la fois dans son volet industriel et dans son volet consommation, est considéré comme un volet du consumérisme à l'occidental, et donc doit être combattu par le socialisme à visée chinoise. Et c'est purement idéologique, parce que économiquement, ils en auraient évidemment les moyens. Exactement. Et alors, ce qu'on voit quand même, c'est que depuis quelques semaines, on a une certaine inflexion, alors qu'il ne dit pas évidemment son nom et qui ne dit pas qu'on va relancer la consommation, mais on a quand même eu l'annonce d'un plan de 1000 milliards de yuan. Alors 1000 milliards de yuan, ça fait 127 milliards de dollars. Mais malgré tout, à l'échelle de l'économie chinoise, ça commence à être relativement significatif. 125 milliards de dollars. Un dixième de ce que font les Américains. Bien sûr, mais jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu cette relance directe
Aujourd'hui, jusqu'à présent, on était toujours dans des relances indirectes. On passait par les pouvoirs locaux, on passait par des entreprises d'État qui étaient sommées d'aider ce fameux secteur immobilier. Là, on a une relance directe. Et ce qu'on commence à voir, alors là aussi, il faut le confirmer, c'est on commence à voir peut-être un début de retour d'une certaine forme de consommation justement en Chine et peut-être d'un peu plus d'optimisme du secteur privé. Moi, ma crainte, c'est qu'effectivement, le secteur privé soit définitivement cassé par la volonté des autorités, clairement exprimée et clairement mise en œuvre, de mettre tout sous le joug du Parti communiste. Là, peut-être qu'on voit depuis quelques semaines, quelques jours, même à peine quelques semaines, plutôt quelques jours, les premières fleurs qui s'épanouissent, voilà, que sans fleurs éclosent. Oui, mais ça a mal fini. Oui, ça a mal fini, voilà. Justement, voilà. Donc peut-être que ça va mal finir, mais en tout cas, moi, mon espoir pour l'économie mondiale, c'est qu'effectivement, les prévisions, pourtant ce ne sont pas des as en prévision, mais du FMI se confirment. C'est-à-dire qu'ils viennent de revoir à la hausse, c'est la première fois depuis très longtemps, qu'ils revoient à la hausse leur prévision de croissance chinoise et que ça pourrait nous éviter une récession mondiale. Mais en tout cas, le problème économique chinois est un problème profond, un problème de confiance des entreprises et des ménages privés. Mais en fait, ce que tu m'apprends là, me semblait inimaginable finalement, qu'il y ait encore... quelque part dans le monde, et alors pas n'importe où en plus. Une déflation. Non, ça à la limite. Non, un pouvoir qui idéologiquement complètement veuille casser le secteur privé. Ah ben, en fait... Ah oui, non, mais quand on est... Je suis ravi, vous me l'apprenez. Quand on écoute les discours de Xi Jinping, il dit il faut, en anglais, embrace, donc accepter avec joie l'amertume, qui est le premier manger pilier le pain noir. Le premier pilier de la grandeur. Voilà. Donc autant dire que ton cher Vietnam, Laurence, qui est plus communiste que lui, tu meurs, si j'ose dire. Ils sont pas du tout dans cette logique-là. Alors, l'économie vietnamienne aujourd'hui, après un tout petit décrochage Covid, parce qu'ils avaient oublié de se vacciner en 2021, en fait, c'est devenu la base arrière de la Chine. Et quand on regarde, par exemple, les exportations vers les États-Unis, on voit que... Ça transite. Voilà, en fait, les exportations chinoises, au lieu d'être construites au lieu d'être fabriquées en Chine, et puis parfois, c'est le dernier morceau qui est fabriqué au Vietnam, c'est pas grand-chose, mais ça a le tampon vietnamien, ça n'a plus le tampon chinois. Mais il y a eu tout un Oui, mais il n'y a pas cette volonté de briser le secteur privé qui... Alors, non, mais les Vietnamiens ont toujours suivi ce que faisaient les Chinois avec un petit peu de retard. Donc ça va venir. Donc, s'ils voient que la société leur échappe, parce qu'il y avait aussi ça dans la mentalité chinoise, c'est ce que je t'avais raconté avec Zhang He, ce navigateur chinois qui était allé un petit peu trop loin, puis quand il était revenu, l'empereur Ming lui avait dit « Tu brûles tous tes navires parce que le pouvoir c'est moi, c'est pas les marchands ». Donc on en a exactement là pour la Chine. Les Vietnamiens suivent toujours un peu. Donc si il y a une trop grande... Mais les Vietnamiens tiennent un peu plus le Vietnam, je pense, que le Parti communiste ne tient... la Chine. Ne tient la Chine. C'est encore plus profond. Mais pour revenir à ce qu'on disait... Rapidement, parce qu'on est quasi au bout. La volonté de tenir l'économie et la société. Xi Jinping a quand même fait toute une campagne contre les jeunes garçons qui étaient un petit peu trop efféminés. Et là, maintenant, il commence à dire que les femmes, c'est à la maison et ça fait des enfants. Donc il y a quand même un raidissement idéologique chinois que l'on retrouve en politique, avec un impact sur l'économie et un impact sur la société. Ça nous promet Vas-y, parce que c'est toujours le moment compliqué. Il reste 50 secondes. Non, mais une conclusion. Je trouve que quand on voit la trajectoire de l'économie chinoise, on se dit qu'on se prépare quand même des moments très compliqués, en particulier dans son dialogue avec à la fois les Occidentaux et évidemment avec Joe Biden, parce que l'écart en fait en termes de valeur est en train de devenir tellement fort que ça va devenir difficile d'avoir des relations continues et de confiance dont on a besoin entre deux plaques qui divergent tellement, y compris d'un point de vue désormais de fonctionnement au quotidien. Et ça, c'est quand même un véritable sujet. C'est quand même un véritable sujet. Bon ben, on se retrouvera dans quelques mois pour en parler, ensemble, avec grand plaisir. Laurence Daziano, donc Wilfried Galland, qui nous accompagnait cette semaine sur Bismart. À la semaine prochaine.